Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est responsabilité. Et ce qui me reste aussi, c'est cette fierté de représenter la principauté quand on jouait. Je trouve que l'AS Monaco, c'est beaucoup de poésie. C'est un club qui te laisse jamais insensible. Et qu'est-ce que Monaco il a fait dans tout ce parcours, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a lancé quelque chose qui, je suis sûr, aurait jamais été pareil si j'étais pas passé par Monaco. De Marot pour marquer le 4e but monégasque. Au centre de Benjamin Mendy, et le deuxième but de l'AS Monaco. Monaco il a une grande histoire. On est sur la seule des 100 ans. Et qu'est-ce que Monaco il a fait dans tout ce parcours, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'AS Monaco a été fondé donc le 23 août 1924. C'est l'un des tout premiers à avoir évolué dans les différents championnats français depuis sa création en 1924. C'est l'un des clubs les plus anciens. Je crois qu'il a été affilié à la fédération avec le numéro 91, alors que maintenant on en est à des milliers. Футбольный клуб «Монако» — это клуб с огромной историей. Это не просто клуб, это команда, которая представляет страну. Monaco, club du championnat de France, donc entre guillemets club français, club de la principauté, club des princes, club d'un pays original et mythique lui-même. Monaco, il a une très belle image dans tous les domaines. La principauté, quoi qu'il arrive, est toujours là. Enfin, l'image du club, c'est d'être là. Écoutez, tout simplement, la SM Football Club, c'est le club de la principauté. Même si nous avons une petite équipe nationale, c'est vraiment le club qui représente la principauté à l'étranger. C'est un formidable ambassadeur pour la principauté. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est responsabilité. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on porte les couleurs d'un club, d'une ville et d'un pays surtout. Il faut que mentalement, tu sois prêt et tu comprends qu'est-ce que c'est Monaco. On a une vraie responsabilité en termes de comportement, en termes d'engagement. История клуба — это история, связана с историей семьи, княжеской семьи Монако, потому что многие поколения княжеской семьи поддерживали наш клуб. И я много раз видел, как его высочество поддерживает команду на играх, как искренне он болеет. И для нас очень важна его поддержка. Мы всегда ее чувствуем и всегда можем рассчитывать на помощь его высочества. Je pense que les joueurs partageaient ça aussi. Ils étaient conscients que jouer pour Monaco, c'est pas rien. C'est que tu représentes quelque chose de spécial. Et jouer pour l'AS Monaco, c'est pas que le samedi et le dimanche. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et être prêt le jour du match. Ça a apporté, c'est que de se comporter avec un certain désir de classe et de ne pas être médiocre. Vous venez à Monaco, vous êtes à Monaco, vous jouez à Monaco. Vous avez obligation de résultat. Marseillais se font entendre que Stéphanie retient son souffle et que Manu Amoros marque. Je vais vous raconter une anecdote, je racontais à très peu de personnes. C'était avant la finale de Coupe de France contre Marseille en 90, 91, 12. On était à l'hôtel, en train de manger avec l'équipe, et la dame de l'hôtel vient et dit « Monsieur Ettori, on vous demande le téléphone ». Je me retourne, c'est Arsène Wenger, l'entraîneur à l'époque. Je dis « Arsène, qu'est-ce que je fais ?» Il me dit « Non, mais vas-y, c'est peut-être important ». Donc je vais, je décroche le téléphone. Le prince Régnat au téléphone, qui me dit « Bon, comment va l'équipe? Ça va, vous êtes en forme pour ce soir ?» Et à la fin, il me dit « Bon, je vivrai mal une défaite contre Marseille ce soir quand même. » La relation, c'est le numéro 1 des supporters, déjà. Les souverains étaient tout à fait passionnés par le sport en général, par le football en général, et plus particulièrement par l'AS Monaco, parce que c'était leur club, leur gène, leur ADN. J'étais
très jeune, lorsque mes parents m'ont inscrit à l'école de football, à l'ASM. On avait à l'époque, non seulement les éducateurs sont venus bien après, mais il y avait les joueurs professionnels qui étaient nos entraîneurs. Pour nous, c'était merveilleux d'avoir les joueurs de l'équipe première qui prenaient de leur temps pour nous entraîner et pour nous apprendre le football. Mais ça a toujours été, je trouve, un club très familial. C'était un club familial et on était amis avec beaucoup de familles là-bas. Il y a une chose qu'on a à l'AS Monaco et que j'ai eu la chance de voyager, de faire des choses, c'est que c'est un club qui est vachement famille. C'est la grande famille. Il y a eu le prince Régnier qui a évidemment été le principal moteur au début. Maintenant, on a le prince Albert qui poursuit l'œuvre de son père. Tous les deux ont été toujours les premiers supporters de l'AS Monaco, y compris même les princesses, puisque la princesse Grace était aux côtés de son époux lors de la première finale. Elle a conçu le maillot à diagonale. Ce maillot, et après quand j'ai appris qu'il avait été dessiné par la princesse Grace, c'est remonté encore plus. Le premier maillot de l'AS Monaco, au cours de la saison 1924-1925 dans le championnat régional, était un maillot noir, si bien que les footballeurs de l'AS Monaco étaient appelés les Diables Noirs à l'époque. Et puis rapidement, après, les couleurs de Monaco sont devenues des maillots rouge et blanc, particulièrement à rayures verticales, rouge et blanc, qui a été le premier maillot connu de l'AS Monaco Foot. Après la première victoire de l'AS Monaco en Coupe de France en mai 1960, eh bien, la princesse Grace est imaginé un nouveau maillot, celui que l'on connaît tous. C'est celui qui est formé par la diagonale avec le rouge sur le cœur et le blason sur le cœur. Moi, ce que j'ai aimé, tout simplement à l'AS Monaco, c'est la continuité dans le beau jeu. À la radio, on disait toujours que Monaco jouait très bien. Donc ça, c'était, je dirais, un premier critère qui pouvait m'amener à signer à l'AS Monaco. L'idée du jeu et de la qualité de jeu était toujours fondamentale. Ça a commencé avec Lucien Leduc dans les années 60, Lucien Leduc 77-78 et jusqu'en 80. Après Gérard Banide était aussi quelqu'un qui aimait que son équipe joue bien, donc c'est resté ancré. Dans la formation, c'était quasiment une obligation, donc normal que ça soit resté dans l'ADN du club. Et avec toujours du jeu, toujours de la qualité joueur. Ce sont toujours des équipes qui ont joué au ballon et j'espère que dans le temps et dans le futur, ça le restera. Moi, je dis que pour évoluer à Monaco, mentalement, il faut être encore plus fort qu'ailleurs. Il est plus facile d'exploser que de rester concentré. Pour rester concentré à l'AS Monaco quand on arrive d'Auxerre, où il fait nuit à 1h30 de l'après-midi, où il n'y a pas de tentation, mais à l'AS Monaco, c'est pas pareil. Il y a des pièges à tous les coins de rue, en principauté, on le sait. Hein, donc, La Dolce Vita, avec la beauté, les sorties, tout ce qui peut tendre un petit peu à s'éparpiller, à se laisser aller. Il faut faire attention à Monaco. Mais au niveau football, on a tout pour. Et devenir ou être un joueur au niveau pro excellent. Ici, jouer au football pour profiter de toute la qualité de vie à Monaco. On vient pour s'imposer, on vient pour durer également. On était bien à Monaco, voilà. C'est-à-dire que tu n'avais pas, si tu veux, la pression que tu peux avoir dans un autre club. Les avantages font partie des inconvénients, les inconvénients font partie des avantages aussi. Prendre un joueur à Monaco, c'est pas prendre un joueur à Marseille, à Lyon ou à Paris. Au-delà de la qualité du joueur. Le joueur qui réussit à Monaco peut réussir n'importe où ailleurs. Monaco, par rapport au club étranger, il y a cette idée que c'est lui qui passe par rapport à l'AS Monaco, après peut monter le niveau dans des clubs de Manchester, Bayern, la Juve, Milan, le Real. Alors quand on dit ça, les gens ne comprennent pas trop. Oui, il n'y a pas beaucoup de pression, il n'y a pas beaucoup de pression de supporters, de pression médiatique. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas un environnement qui est propice à se dépasser. Le joueur doit retrouver des ressources en lui-même. La motivation, il fallait se la créer, alors que quand on va à Marseille, moi quand je suis arrivé à Marseille, le premier match, au stade Vélodrome, il y avait 50 000 personnes. La motivation, c'est ces gens-là qui te la créent quand tu rentres sur le terrain. Alors que là, à Monaco, il faut te la créer, la motivation. Il faut que tu sois fort mentalement. Tu n'as pas de supporters qui vont frapper à ta porte comme à Paris ou à Marseille. Après une défaite à Monaco, ça ne change pas trop la vie pour un joueur. Ça ne change pas trop la vie pour un dirigeant.
À Marseille, par exemple, il faut des joueurs de caractère parce qu'il y a un environnement qui est difficile, qui pousse derrière, il y a énormément de pression. Mais le joueur qui réussit à Monaco, il peut réussir à Marseille. Et pourtant, c'est deux entités, deux environnements complètement opposés. Donc, il faut comprendre que pour jouer à Monaco, il faut être vraiment costaud. Il faut une force de caractère, il faut que le groupe s'entende bien, il faut une vraie envie de bien représenter la principauté qui fait que bon, tu passes au-dessus des petits inconvénients qu'on peut connaître dans une saison, quoi. Du monde ou personne, c'est pas ça le problème. Vous êtes dans un club où l'ambition elle est affichée, où on met tous les moyens pour gagner. Donc la performance, c'est la priorité. Le résultat est la priorité. Quoi qu'il se passe dans les tribunes, que ce soit plein. Ça marchait comme ça. On a la chance à Monaco d'avoir eu des phénomènes. Quand tu t'assois, tu regardes les chiffres, l'histoire de l'AS Monaco, il y a eu du lourd, quoi. Il y a eu vraiment du lourd. En 72, je jouais à Reims à cette époque. Et je disais à mes copains argentins, Bianchi et compagnie, si un jour l'AS Monaco me demande pour aller jouer, j'irai en marchant. J'étais déjà amoureux de l'AS Monaco et de la principauté. À l'époque, c'était des cartes postales qu'on voyait. J'envoyais des cartes postales à mes parents en disant justement que j'avais vu que c'était trop beau et que j'aimerais bien jouer dans ce club-là. 5-6 mois après, Monaco, il monte en première division. Il me demande. Delioni, c'est un joueur emblématique de l'AS Monaco. Évidemment, pour les jeunes générations, c'est peut-être plus compliqué, mais... Quand il arrive, il marquait des buts, donc... Mais quand je voyais Delio devant le but, c'était un véritable régal. Avec les Raoul Noguès, Albert Raymond, côté gauche, Lucien Leduc, entraîneur, c'était un football champagne. Ils avaient été champions de France Division 2. Et puis, dès la première année, ils vont être champions de France en 78. Et il y avait une équipe formidable. C'était les d'Alger, Onis, Petit, Noguès. C'était vraiment extraordinaire de les regarder jouer. Vitalis, Gardon, voilà, Moisan. J'ai vraiment connu des joueurs magnifiques comme Glenn Hoddle, Estrom, Vitalis, Kouroubis. Amoros. Écoutez, moi j'ai eu la chance de jouer avec Bertine Barberis et Ralph Estrom. C'est les deux étrangers. Après, il y a eu Glenn Hoddle, bien sûr. Bon, le premier, je vais dire Glenn Hoddle. L'anecdote, si vous voulez, aussi qui m'a marqué, c'est l'arrivée de Glenn Hoddle ici. Glenn Hoddle, ça a été un super joueur, techniquement, dans la vision du jeu. Marc Atlet, c'était un attaquant, mais fougueux, pas très bon techniquement, mais qui n'avait pas peur de rentrer dedans. Il y a eu des grands joueurs. Moi, il y a eu Ralph Estrom que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Je trouve un peu méconnu par rapport à ce qu'il était capable de faire. Quand Bruno marquait ses fameux coups de fusil, par exemple, il y avait Estrom, Karl Estrom, qui était magnifique, qui lui donnait des ballons et des remises extraordinaires pour pouvoir enchaîner. C'était magnifique de voir jouer cet avant-centre. Après, pour moi, le summum, c'est quand même Glenn Hoddle. Si j'avais été que spectateur, je serais venu voir Monaco pour Glenn Hoddle. Sur Hoddle. Alors lui, c'est vraiment le roi. Et encore, vous n'avez rien vu, car ce qui vient est vraiment un chef-d'œuvre. Lille, mois de décembre, toujours donc Glenn Hoddle. Comme disait Bruno, il avait les yeux derrière la tête, c'était magnifique pour moi. Après, on a eu la chance d'avoir des Morientes, enfin je veux dire Rui Barros, enfin bon, et puis des Thierry Henry, Trezeguet, Manu Petit, on a eu quelques champions du monde, Barthès, j'ai oublié Fabien qui était hors norme aussi à son poste. Donc quand tu regardes les joueurs qui sont passés là, tu te dis merde quand même. J'ai oublié Georges Weah. Pardon. Georges Weah, qui arrive d'Afrique, où tout le monde se pose la question, mais qui c'est ce gars? Son accélération lui permet de lâcher toute la défense nantaise. Il évite la sortie de Marot pour marquer le 4e but monégasque, son 14e en même pas 20 rencontres. Comme je disais auparavant, le président Campora, il y avait Émile Rossi qui était son bras droit pour le recrutement.
ont toujours eu un œil avec une spécificité de joueurs, avec des qualités techniques, avec du talent. Et on ne peut pas beaucoup se tromper quand on est à la recherche de talent. Youri Djorkaeff. J'ai vu une grosse progression de Lilian Thuram. Ça va peut-être vous faire rire, mais Rui Barros. La AS Roma ici, quand on gagne 1-0, je crois qu'on a le record du nombre de spectateurs au stade Louis II. Mais bon, tu gagnes 1-0, but de Rui Barros qui fait 1m50 de la tête, enfin bon. Sonore, cross pericolosissimo e c'è il gol di Rui Barros al 46esimo minuto. Sincèrement, on pourrait citer des dizaines de joueurs. Il y a eu Klinsmann, un grand avant-centre, il y a eu Chifo, il y a eu Youri Djorkaeff, il y a eu Eric Abidal que j'avais fait débuter aussi ici. Quand on voit Silva à Manchester City, c'est extraordinaire. 2 contre 2 face à Vertonghen, Bernardo Silva, le Portugais, le bon dans la surface de réparation. C'est l'essence même de l'AS Monaco d'avoir parié tout le temps sur des joueurs qui avaient une qualité technique. Le guide que j'ai eu, le plus gros guide attaquant, c'était Radamel Falcao. C'était l'un des meilleurs attaquants du monde qui débarquait en Ligue 1. Il a peut-être su ce que je pouvais devenir, mais il a toujours été préventif avec moi. Il a toujours su avoir les bons conseils. Il a toujours su avoir les mots justes avec moi et c'est pour ça que j'ai toujours cette reconnaissance envers lui parce qu'il m'a apporté un bagage dans mon jeu. Je pense que tous les appels dans la surface, ce côté sentir le but, ce côté tueur, de le voir tous les jours à l'entraînement, ça a été que bénéfique pour moi en tant que jeune attaquant qui était en train de parfaire son style. Et c'était, je pense, la meilleure éducation que je pouvais avoir en tant qu'attaquant. C'est sa mentalité. Ça mettre ta mentalité. Ça dépend de la mentalité. Ah oui. La mentalité? Ouais, elle est bonne. Tu vas pas dire qu'elle est pas bonne. Elle est bonne, elle est bonne. La photo, la vidéo, elle a bien vieilli, mais à l'époque, pour moi, c'était un privilège. Et encore maintenant, c'est un privilège de me dire qu'à un moment donné, j'ai pu croiser la route de ces deux monstres-là. Ça fait partie des choses pour lesquelles Monaco était le meilleur des choix. C'était en fait côtoyer l'élite, tout en gardant ce côté famille, ce côté un peu cocon familial. Écoutez, j'ai du mal à n'en trouver qu'un. Je peux en dégager, je peux en dégager 5, mais je pourrais en nommer beaucoup, beaucoup plus. Chronologiquement, je peux pas ne pas citer Henri Biancheri, Jean Petit aussi, Delio Onis aussi, et puis plus près de nous, Thierry Henry et Kylian Mbappé. Mais Monaco, pour moi, restera à jamais gravé dans mon cœur. C'est le club qui m'a donné une chance, c'est le club qui m'a permis de m'épanouir. Le joueur emblématique, il a duré sur le temps et il a connu les moments un peu difficiles et des moments quand même de gloire. C'est Jean Petit, qui a été un capitaine emblématique. Quand je voyais la subtilité de Jeannot Petit en milieu de terrain, moi qui étais milieu de terrain, c'était phénoménal pour moi, quoi. Le capitaine de l'AS Monaco, Jean Petit, a reçu la coupe des mains du président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, avec à leur côté le prince régnier, M. Fernand Sastre, président de la fédération. C'est un joueur qui était un bon joueur, hein, qui a quelques sélections en équipe de France, mais à l'époque, il y avait une rivalité avec Giresse, Platini, tout ça. C'était injouable. Mais c'était quelqu'un qui avait un souffle terrible, qui jouait juste, qui jouait vite, et qui était le symbole de cette équipe qui était très, très joueuse et toujours très spectaculaire. C'est dur. C'est très dur. Et je vais essayer. C'est-à-dire que, à part d'être partenaire, on était très amis dans la vie. Jeannot Petit, c'était le parent d'un de mes enfants. Et moi, j'ai aidé un de ses enfants aussi. C'est très dur de parler d'eux. On était trop... À part le football, on était trop près dans la vie de tous les jours. Même avec Christian Dager. En plus, à Christian Dager, je l'ai eu comme partenaire et comme entraîneur à Toulon. Et pour le rendre hommage, comme je ne peux pas
c'est trop dur. Continuer à parler de ça, simplement un petit bonjour et à bientôt sûrement. Can he score this time? He can! Unbelievable! C'est difficile d'y arriver, c'est très difficile. C'est encore plus difficile de se maintenir. Il me semble que moi, en 17 ans, je n'ai joué que 2 fois en dessous de la 5e place. Et ça, le joueur qui est demandé par AS Monaco, il voit ça, il sait qu'il va jouer les premiers rôles, qu'il va avoir une saison qui ne sera pas mièvre, il y aura toujours quelque chose à jouer. Je me rappelle, les premières 4 années, nous jouions toujours le podium. 12 saisons, la Champions League formidable, nous gagnons la Ligue. Depuis des années, il se maintient au haut niveau national et international. Les premières émotions, c'est lorsque l'équipe et les dirigeants sont venus à une réception au Palais après le doublé de 1963. Voilà, j'avais 5 ans, mais je m'en souviens encore. J'ai encore quelques souvenirs de cette journée-là. J'ai beaucoup d'attachement avec l'équipe qui monte de 2e division et qui va être championne finalement, avec dans les buts Ettori, qui devenait titulaire très tôt, mais qu'on n'attendait pas, avec les Vitalis, le Marquis, Roland Courbis derrière, avec Didier Christophe, avec Delio Onis. On vivait ensemble. Tout était prétexte à se retrouver. L'anniversaire du chien, le changement de voiture, tout était prétexte à se retrouver. Au lieu d'arriver 15 minutes avant l'entraînement, on arrivait une demi-heure. Donc au lieu de boire un café, on buvait 2. Et ça finissait souvent par barbecue. On avait les Argentins, Raoul, Delio, qui faisaient en sorte que tout se passe pour le mieux, quoi. Je me souviens que une fois qu'on monte en première division, le premier match, on prend le bus pour aller jouer contre Bastia. Et au fond du car, comme d'habitude, on était les Courbis, les Jeannot Petit, les Christian d'Alger. Et moi, je l'explique que j'avais rêvé quelque chose avant de prendre le bus. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Et je dis, j'ai rêvé qu'on va gagner les 5 premiers matchs du championnat. Donc, ils m'ont regardé comme ça. Tout le monde rigolait, lui. Bon, figurez-vous qu'on a gagné les 5 premiers matchs du championnat et les 6 derniers. Les 6 derniers. Être champion de 2e division et tout de suite champion de première division. Je crois que c'est un club ou 2 qui l'ont fait ça. Nous et je crois quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas sûr. Tous les titres ont une saveur et une résonance particulière. Il y a un titre où je n'étais pas présent parce que j'étais étudiant aux États-Unis. C'est par télégramme à l'époque que j'ai félicité Jean Petit et l'équipe, puisque c'était en 78. Et donc j'avais eu un message très tôt le matin pour moi pour dire que l'ASM était champion de France. Я болею за Монако, как принято говорить у наших болельщиков, везде и всегда. Фактически я смотрю каждый матч, где бы я ни находился, в поездке, дома, на стадионе, фактически в любом часовом поясе. В общем, я смотрю фактически все матчи. Et après, donc, c'est en 80 la Coupe de France, en 82 le titre des minots de Gérard Banil, puisque quasiment tous les joueurs qu'il avait formés à l'AS Monaco, centre de formation de l'AS Monaco. Il y avait Ettori, bien sûr, mais il y avait aussi Amoros, il y avait aussi Thierry Nino, il y avait Dominique Bijotta, Didier Christophe, Alain Couriol, Bruno Bellot. Et on gagne le titre sur le dernier match, sur un but qui est un peu
rocambolesque quelque part, parce qu'on obtient un corner, et à ce moment-là, Gérard Banide, qui était devenu l'entraîneur des professionnels, il dit au remplaçant, allez vous échauffer, puis le ballon il sort en corner, donc c'est le remplaçant qui le remet très vite à Bruno Bellone, qui tire le corner, et Barberis il marque de la tête. Si le remplaçant ne va pas, à ce moment-là, ramasser le ballon, peut-être que finalement on fait match nul, on n'est pas champion. Donc, et pourtant on le méritait. Donc on a battu le grand Saint-Étienne de Michel Platini. Gérard Banide a fait des choses formidables aussi. Et Arsène Wenger a donné la touche supplémentaire, peut-être, de professionnalisme. Avec Henri Biancheri, ils ont formé un duo formidable, quoi. C'était un entraîneur qui me donnait l'impression de pouvoir nous apprendre à grandir, mais en même temps, il grandissait lui-même. Le titre de champion de France quand je suis arrivé, parce que j'étais jeune entraîneur, 37 ans, 36 ans. C'est la première fois que j'ai gagné un grand titre, donc je pense qu'on a toujours fini dans les top 3 pendant 7 ans, sauf la dernière année. Donc on était toujours dans les 3 premiers, on est allé en finale de la Coupe d'Europe, on est allé en demi-finale de la Ligue des Champions. Arsène Wenger va, au cours de son septennat, permettre à l'AS Monaco de devenir enfin légitime à l'échelon européen, puisque jusque-là, l'AS Monaco avait du mal à passer le premier ou deuxième tour des Coupes d'Europe dans lesquelles elle était engagée. Une demi-finale européenne en 1990, la finale de la Coupe des Coupes en 92, finale malheureusement perdue le lendemain, exactement le lendemain de la tragédie de Fouriani. Et la mésentente et le but! Oh, quelle erreur et quelle mésentente dans la défense de Monaco! But de Klaus Allofs. But de Klaus Allofs, en effet. Et du pied droit. Quelle mésentente énorme. Ils étaient... En 94, l'AS Monaco fait aussi la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Milan AC. Nous sommes à Monaco, je suis à Monaco. Il faut avoir l'ambition et il faut toucher le dernier carré, quoi. Peut-être ce soir-là, avec Manchester aussi, on a prouvé à la France et aux supporters qu'on faisait partie des grands. Parce que moi, je me souviens du match aller où les Anglais étaient venus pour pas prendre de but. Ils attaquaient pas, tranquilles derrière et tout, pensant nous laminer là-bas. On fait match nul ici, 0 partout. On va à Manchester, éliminé, entre guillemets. Un but exceptionnel, pied droit, une frappe trop belle. Et après l'époque Beckham, Giggs, il y avait et on fait un partout. C'est peut-être ça aussi qui est peut-être au-dessus du résultat. Manchester nous avait fait difficulté, considérait que le stade Louis II était trop petit et qu'on ne devait pas jouer au stade Louis II. Et on avait été obligé à l'époque, titre préventif, et ça je crois pas que personne ne le sache, voir si on pouvait jouer à Paris, soit au Parc des Princes, soit au Stade de France, parce que le Stade de France existait déjà, si toutefois l'UEFA nous interdisait de jouer au Stade Louis II. Et finalement, l'UEFA, dans sa sagesse, a tranché, a dit le match retour se fera à Monaco. Ça a été terminé, et des fois d'après, quand une fois la Juventus avait essayé la même chose, c'était fini. Quand le match aller-retour, on rencontrait Monaco, on joue le match retour à Monaco. On se rappellera toujours que Monaco est un grand club parce qu'il a été champion de France au changement de siècle. Monaco est champion de France en l'an 2000. Quand vous changez de siècle et que dans 20 ans, 50 ans, on va dire mais au changement de siècle, qui est-ce qu'il y a des champions de France? Pof, Monaco. Beaucoup de joueurs avaient 20 ans. Je pense à Trezeguet, je pense à Thierry Henry qui nous a quitté juste la saison avant, mais qui faisait partie du process. Il y avait Sagnol qui avait 20 ans, Cristaral qui avait 20 ans, Marquez qui avait 20 ans, il y avait Costina qui avait 22 ans, je crois, Julie qui avait 23 ou 24 ans, puis avec des joueurs comme Simonet, et puis Gallardo, Fabien Barthès, Sabri Lamouchi aussi qui était important dans le dispositif, même si Fabien Barthès était le capitaine, qui avait le brassard, sur le terrain c'était Sabri qui se comportait comme capitaine et qui avait ce rôle-là. Un détail, je ne sais pas si quelqu'un l'a dit ou quelqu'un s'en souvient, quand on discute de primes en début de saison avec le président Campora,
on lui dit, on veut pas de prime. Parce qu'on est certain qu'on veut être champion, et si on est champion, on veut ça. Et le président nous avait dit, je crois, d'accord, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Franchement, quand je vois l'équipe, quand je vois les joueurs qu'il y a ici, on doit miser à demander les doubles, mais que pour gagner. Il fallait s'en ficher de gagner un match et savoir que dans la semaine ou sur la prochaine fiche des salaires, il y avait la prime de match. C'était pas important. Pour nous, c'est important seulement gagner les titres, parce qu'on était dans la condition de gagner. Et Fabienne, Barthez et Sabrina Moschi, ils étaient tout à fait d'accord, parce qu'ils avaient quand même un certain type de mentalité. Malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre tous les groupes. C'était une équipe talentueuse, très très jeune. Je pense que c'est l'équipe qui doit être à moyenne d'âge la plus jeune qui ait pu gagner le championnat de France. Julie à droite, Gallardo à gauche, Marco Simone et moi devant. Et là, c'était beau. On a marqué à chaque fois. Mais aussi, elle avait beaucoup de caractère. Et on a retrouvé ces joueurs par la suite dans tous les plus grands clubs européens. C'est assez inhabituel ce qui s'est passé. Tel un boxeur, le peignoir avec la capuche sur la tête, le président est venu vous rejoindre dans le jacuzzi. C'est, j'imagine, un bon moment partagé avec le président Campora. J'arrive, je rentre comme un boxeur, vous savez, le peignoir, le truc sur la tête, etc., marchant un peu comme... De les voir se baigner avec nous dans l'hydromassage après notre victoire du championnat de France dans les années 2000, c'était quelque chose d'incroyable. Et c'était notre père qui avait envie de se mélanger avec nous, mais avec beaucoup naturel. C'était pas forcé, c'était lui. Enfin, je pense que celui qui a marqué vraiment les gens, c'est ce match contre le Real Madrid. Avec son Monaco Real Madrid en 2004. Je savais comment ils allaient venir. Le fait qu'ils viennent à Monaco, pour eux, c'était réglé, ils étaient déjà qualifiés. Et je les comprends. Je les comprends. Et quand vous n'êtes pas conditionné, préparé, et quand vous avez en face, il fallait faire le match, comme on dit, parfait, quoi. Et quand vous n'êtes pas prêt et qu'il y a du répondant, et là, vous ne pouvez pas réagir. Et le Real de Madrid, il ne faut pas croire que le Real de Madrid de ce moment-là, c'est du même niveau de celui qu'il est aujourd'hui, avec les mêmes exigences, avec ce supplément d'âme et tout ça. Enfin, tu pourrais même mettre tout le parcours en Ligue des Champions cette année-là. C'est rentré dans la légende. Un groupe uni, solidaire, et voilà, qui avait, ça se sentait, les joueurs le ressentaient aussi, cette capacité à surmonter tous les obstacles qu'il y avait, les plus grandes montagnes, qualité, hein, parce que sans la qualité, on s'en sort pas. En plus, quand il y a ce supplément d'âme qui est là, voilà. Déjà, sur l'enveloppe, sur les transferts, elle était très, très réduite, donc il a fallu s'appuyer sur des jeunes joueurs, sur des prêts de joueurs très importants. Et il y en a un qui a changé, évidemment, et ça s'est passé au tout dernier moment, et qui, évidemment, c'est Fernando Morientes qui a bonifié quasi à lui tout seul la valeur de cette équipe. Pas me tromper, mais je crois qu'il n'y avait aucun club français qui s'était encore imposé là-bas. Et on arrive là-bas, on gagne 2-1. Ça n'a pas été évident. Et je me rappelle ce que m'a dit l'entraîneur adverse, Gus Hiddink, et avec l'expérience qu'il avait beaucoup plus que la mienne, il m'a dit une chose, je dis, il se fout de moi, quoi. La fin du match, il me dit, vous allez aller en finale avec cette équipe. Et il avait bien vu.
S'il avait pu dire vous allez être champion d'Europe, c'est mieux, mais la possibilité d'être champion d'Europe, aujourd'hui, on la mesure encore plus, parce qu'on en avait une. Hein. On a fait vibrer toute la France. Parce qu'on a fait vibrer toute la France. Je voulais être ce putain de capitaine qui remporte cette Ligue des Champions parce qu'on le méritait. Et d'avoir Gelsenkirchen avec la moitié du stade blanc et rouge, voilà, c'était fabuleux comme de voir les rues de la Principauté quand on a joué le Real avant le match, la folie partout. Ah, c'était merveilleux, quoi. Donc il y a toujours ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose de grand. Et avec le recul, le temps, ça n'effacera pas le parcours, quoi, et l'aventure humaine. Au-delà des exploits qu'on a pu réaliser, l'aventure humaine que nous avons vécue, nous, en interne, et puis qu'on a fait partager aussi à tellement de supporters et supportrices de l'AS Monaco, et tous les Français, parce que bon, quand il y a Monaco en finale, on avait beaucoup de soutien. И, конечно же, это большая семья болельщиков, которые поддерживают нас не только в Монако, но и со всего мира. Они у нас самые лучшие. Одни из самых ярких впечатлений — это, конечно же, матч с Арсеналом в 2015 году. Это был домашний матч. Ne pas prendre de but, ne pas prendre de but, messieurs. Subasic qui est bien en place avec un coup franc nouveau. Ça va monter à la surface de réparation. La tête de Giroud. Oh, la parade! Oh, la parade exceptionnelle signée Suba! Особенно последние 20 минут я настолько разволновался, что вынужден был выйти с трибуны в салон и не мог смотреть матч, потому что был сильно взволнован. Et c'est terminé! C'est terminé! Historique qualification pour la 3e fois de son histoire. L'AS Monaco verra les quarts de finale de Ligue des Champions. Nous avons battu plus d'une fois les équipes anglaises. Moi, je suis venu de gagner Tottenham à Wembley avec, je pense, 80 000 personnes pour les stades. Un truc formidable. Aussi, la réussite avec City. Le centre de Benjamin Mendy. Et le deuxième but de l'AS Monaco, signé Fabinho. Il n'y a pas de meilleur dans ce match déjà. C'est bien tiré, la tête de Bakayoko. La tête de Bakayoko. Thiago Bakayoko qui relance totalement ce match. Bonne précision, début de saison bien. Nous qualifions l'équipe pour les phases de groupe de Champions League. Après, nous arrivons à battre le Paris Saint-Germain à la maison, 3-1. Me parece que en ese momento nadie apostaba por el Mónaco para ganar la Liga o mismo para llegar hasta el lugar o hasta la fase que llegamos en la Champions League. И еще, конечно, чемпионский титул и в 2017 году, и выход в полуфинал Лиги чемпионов. Moi, je me rappelle, en ce moment, c'est une décision difficile. Nous allons jouer à Paris pour la Coupe mardi. Et moi, j'ai parlé avec Vadin, nous n'avons pas 20 joueurs comme Paris là pour faire la Coupe mardi et après jouer à la maison samedi. Peut-être nous avons besoin de faire jouer une deuxième équipe à Paris, demi-finale de Coupe de France et essayer le maximum pour le championnat. Ils nous jouent contre Montpellier à la maison. Ils nous sommes à perdre 1-0. Ils nous font 3-1 cette match parce que l'équipe c'est fraîche. J'ai recoupé les joueurs de Coupe. Et Paris a fait jouer la même équipe à Nice. Ils perdent 1-0. Et là, nous gagnons l'avantage sur la Ligue. J'ai dit, là, ils ont perdu le titre, que nous va gagner cet avantage de 3 points. Il manque 5 ou 6 matchs, nous ne perdons pas les titres. Et c'est ça, pour moi, le coup que nous filait le championnat. C'était un régal absolu. Pour vous dire à quel point c'était un régal, depuis j'ai joué dans des tops équipes.
Et j'ai gagné des top choses avec des joueurs qui font partie des meilleurs de l'histoire. Mais cette équipe, elle est toujours spéciale dans ma carrière. Par la vie de groupe qu'on avait, c'était un groupe qui était parfaitement élaboré. Il y avait à la fois des gens qui avaient connu la Ligue 2, qui avaient connu, entre guillemets, un peu la chute du club, et puis la remontée. Il y avait un mélange de stars. On avait des jeunes talents qui demandaient qu'à éclore. Et tout ça, ça donnait un mixte, un cocktail explosif, et ça a donné ce truc qui a pris tout de suite et qui nous a emmenés jusqu'à où tout le monde a vu, quoi. Pour moi, il y avait deux choses. La qualité de la formation et la qualité du recrutement sur les joueurs de valeur. Cette osmose a fait que Monaco a pu se hisser assez régulièrement dans le dernier carré, voire même en finale. Des matchs de CIT, personne ne croit que Kylian va jouer. Et j'ai pris les petites, Kylian ou GDO. Tu vas jouer demain, ok? Concentre-toi, pas de peur. Fais seulement les choses très fortes. C'est les appels devant que tu vas gagner en vitesse parce que la ligne défensive de CIT, c'est lent. Mettre en difficulté l'adversaire. Oui, si ça passe, Kylian Mbappé. Oui, 2-1 pour le gamin, Kylian Mbappé qui trompe Willy Caballero. Et tu vas gagner facilement l'espace pour les deux. Ils vont jouer où? Et tu vas gagner et tu vas faire le mouvement là. Et seulement ça que je te demande à toi. Il est petit, il est resté avec la bouche fermée. Et c'est pour ça que Leonardo Jardim a aligné sa jeune pépite. Pour ça, regardez cet appel croisé avec Falcao dans le dos de la défense. Il va très vite, ballon donné parfaitement. Et ensuite, beaucoup de sang-froid pour le jeune attaquant monégasque qui regarde le gardien tranquillement, intérieur du pied, placé. Il a tué. C'était pour les deux. Et après, il a gagné son place. Moi, je vais dire une chose. Les Juves, c'est une grosse équipe. Ils ont perdu la demi-finale et les quarts de finale. Il cherche une solution, il en trouve une avec Yannick Ferreira Carrasco, le duel avec Gianluigi Buffon. Yannick Ferreira Carrasco qui a réussi un contre somptueux et qui peut servir maintenant Bernardo Silva face à Buffon et la parade décisive de Gianluigi Buffon. Je vais dire ça, mais moi je pense que c'est aujourd'hui. Les arbitres aident de voir peut-être un de ces deux matchs Monaco qualifié. Trois, quatre moments que c'est là de voir cette année-là et ces 2 années, Monaco qualifié. On a réussi contre tous les clubs, espagnols, anglais, allemands, etc. Mais les clubs italiens, sauf l'AS Rome en 1992, les clubs italiens sont notre bête noire et la Juventus de Turin en tête, puisque je crois qu'on a perdu 3 ou 4 fois. On a été éliminés 3 ou 4 fois en demi-finale par eux. Aujourd'hui, l'importance pour l'AS Monaco, c'est d'avoir figuré en Coupe d'Europe, dans les différentes Coupes d'Europe ou Champions League, et d'avoir atteint parfois la finale, parfois des demi-finales ou des quarts de finale. Et là, à partir des quarts de finale, Monaco a participé de très nombreuses fois. Donc ça, c'est un résultat qui a imposé le club pour lui donner ce titre de grand club sur le plan européen. Monaco, ça donne seulement l'impression de quelque chose un peu bling-bling. Et moi, j'ai trouvé par contre les mêmes valeurs que j'avais retrouvées dans des clubs importants comme le Milan AC, par exemple. Также это клуб с большим количеством трофеев, которым я горжусь, с очень хорошей академией, которую закончили целый ряд выдающихся футболистов с мировым именем. Monaco a une tradition. Monaco, que tu regardes 40 ans en arrière, Monaco a toujours sorti des jeunes joueurs. Monaco brandit sa 5e Coupe Gambardella. Ça a toujours été la grande force de l'AS Monaco, la formation. L'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. En tout cas, dans les 3 premiers, ça c'est sûr. Les années 75, quand on est arrivé, c'était les balbutiements de la formation. La vision du club, c'était de dire que Monaco
dans le respect de son originalité, dans le respect de son influence et dans le respect de ses possibilités financières, il était nécessaire de pouvoir allier à la fois du professionnalisme à un bon niveau, mais en même temps de créer par le centre de formation un certain nombre de jeunes à qui on allait réapprendre le football avec des visions, je dirais, de devenir un jour un joueur professionnel. On a en même temps une évolution sociale qui était importante, parce qu'on exigeait d'eux qu'ils passent des examens équivalents à l'époque du BAFA, parce que si parfois ils n'étaient pas retenus, ils se retrouvaient avec un métier possible entre les mains, et on avait une forte réussite d'ailleurs aux examens comme le bac, et puis pour en faire des hommes et des hommes qui prennent la responsabilité comme sportifs. Et ça a marché parce que on est allé chercher les meilleurs formateurs du moment que nous avions en France, à la fois Gérard Banide, puis on avait pris Pierre Tournier. Et quand je ne cite que ces deux-là, c'était parce que c'est ces deux-là qui avaient la plus forte réputation. Ah, magnifique. Gérard Banide, il nous a tout appris. Ah oui, ça a été un des plus grands formateurs que la France ait eu. Même si on avait des qualités au départ, il fallait que ces qualités, il nous les fasse travailler, que ce soit tous les points forts et tous les points faibles. Tu sais, je vais te dire une chose, j'arrivais de Rocheville, du Canet Rocheville, et je jouais derrière l'avant-centre. C'est-à-dire, tu vois, attaquant, mais derrière l'avant-centre. Et quand je suis arrivé à Monaco, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu veux jouer un jour en équipe de France, tu vas jouer ailier gauche. Parce que ailier gauche, il n'y a personne. Et il m'a fait travailler mais des heures et des heures sur mon côté. Et vas-y, reçois le ballon, déborde des centres. Reçois le ballon, déborde des centres. C'était un truc de malade. Après, il me faisait mettre des plots. Premier poteau, deuxième poteau et au point de pénalty. Donc chaque fois que je centrais, il fallait que je trouve un des plots. On logeait chez l'habitat, on n'était pas surveillé, donc la sélection à l'époque s'est faite un petit peu d'elle-même entre ceux qui, je dirais, étaient sérieux et ceux qui étaient moins sérieux. Les entraînements, c'était 3 fois par jour. On courait à 6 heures du matin, on revenait à 10 heures et on reprenait à 17 heures. On a fait ça pendant 3 mois. Et là, je me suis dit, c'est l'enfer. Qu'est-ce que j'ai vu à Monaco? J'ai vu surtout des formateurs et un club très attentif d'abord à la construction de l'homme, parce que la scolarité, l'éducation. Parce qu'un joueur de foot, c'est pas seulement jouer, c'est pas seulement marquer des buts, c'est avant tout être un homme. Et je pense que j'ai été construit à la formation, même à mon passage chez les pros. Un joueur qui n'avait pas une attitude, un comportement en respectant cette valeur-là, et qu'ils étaient out, non? Je me souviens d'avoir plusieurs fois entendu dire par des parents en France qu'ils préféraient envoyer leurs gamins à Monaco plutôt que dans d'autres clubs. À 14 ans, c'est pas moi qui choisis, c'est plus mes parents, mais c'était pour moi la meilleure décision maintenant que je connais bien le monde du foot. L'image de Monaco à l'extérieur, c'est une image saine, c'est une belle image, c'est une image fluide. Des fois, quand on pense à certains clubs, on a quelques doutes. Mais Monaco, non. Monaco, il donne à l'extérieur, et là, à l'extérieur, une belle image. La chose la plus importante, c'est l'image. Et l'image de Monaco, elle est bonne. Elle est même très bonne. L'AS Monaco n'a jamais été mis, je pense, à sa vraie valeur, pendant longtemps. En tout cas, je m'explique, entre autres sur la formation. On a beaucoup parlé de la formation nantaise, on a rarement parlé de la formation monégasque. Et pourtant, à une époque, il y avait beaucoup plus de joueurs issus de la formation qui étaient en équipe de France que de Nantes. Et bien, tout simplement parce que le savoir-faire, ici on l'avait, mais le faire savoir, on ne le disait pas trop. Monaco est un exemple et un des leaders dans la formation française. Mais ce calme, cette sérénité, ça aide quand on est jeune aussi. Je dis bien souvent à certaines personnes que c'est un club extraordinaire, surtout quand tu es jeune. Pour un jeune comme moi qui était déjà à l'époque médiatisé, Monaco, ça cochait toutes les cases. C'était l'élite, c'était la possibilité aussi d'être tranquille. L'objectif, c'était pas de devenir une star à 14 ans, c'était de grandir en tant que joueur, en tant qu'humain,
Et donc à Monaco, j'avais cette tranquillité-là tout en ayant une formation de qualité. Même au niveau des études, ça m'a préparé à parler plusieurs langues facilement. Los estudiantes Erasmus, España es el destino más popular y preferido en todos los países excepto Noruega. Tú eres más inteligente. Ça m'a permis d'aller chercher mes diplômes, chose que à la base j'étais pas chaud. C'était en fait tous les feux étaient au vert et après coup j'ai vraiment pas regretté. Et il y a un truc aussi, c'est que quelles que soient les générations, on a toujours fait confiance aux jeunes. Le bon jeune, il peut jouer en pro. C'est un certain confort et également plus, je dirais, pour l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de faire débuter de jeunes joueurs sans être sous la pression des fans, des médias qui peuvent toujours rediscuter de la chose. Ce qu'on veut surtout, c'est que quand vous arrivez à l'entraînement, avec le sourire, avec l'envie, d'accord ? Pas des garçons qui disent... Et après, la bonne attitude. Vous faites un métier qui vous plaît, imagine, donc on arrive au terrain avec la banane, c'est pas interdit de rigoler, d'avoir de la bonne humeur, pas de souci. Par contre, exigence, rigueur, détermination. Quand vous avez besoin, on sera là pour vous écouter, d'accord ? N'ayez pas peur, je répète encore, hein ? On va pas vous manger, bien au contraire, ok ? Je pense que même si tu finis pas professionnel, quand tu fais ta formation à Monaco, tu sors, tu es pas un homme qui est perdu, tu es connecté à la société, tu es connecté à ce que tu sais faire, au savoir que tu as acquis au centre de formation, donc c'est... Je fais la bonne pub, c'est le bon choix, mais moi, en tout cas, j'ai pas regretté une seule seconde. Et regarde ce que ça a donné. C'est magique. Le travail, tu sais, il mène toujours à la victoire. Hein. Je te le dis. Hein. Merci pour tout, parce que je pense que ça a lancé quelque chose qui, je suis sûr, aurait jamais été pareil si j'étais pas passé par Monaco. Peu importe le talent, j'aurais peut-être réussi, mais peut-être un peu plus tard, peut-être différemment. Mais sûrement pas comme ça. C'est un club qui te laisse jamais insensible et pour ça, tu peux que être reconnaissant. Клап, de fin. В год юбилея клуба я хотел бы пожелать всем, кто связан с Монако, испытать новых замечательных эмоций от наших побед. Даге Монигу! Mais écoutez, on peut souhaiter le plus de succès possible, le plus de titres de champion de France, plus de titres de Coupe de France aussi. Il ne faut pas oublier la Coupe de France, que l'ASM a une riche histoire aussi, un riche palmarès. Mais aussi, bien sûr, pourquoi pas ne pas rêver à une Coupe d'Europe. Je ne parle même pas de Champions League. Moi, j'aimerais beaucoup une des autres Coupes d'Europe. Il faut lui souhaiter pour les 100 prochaines années beaucoup de joie et beaucoup de succès. Et voilà, de donner du plaisir à beaucoup de personnes à travers le monde. Incredible, so much history, so much success, and I hope even more success to come in the future. All the best, and thank you, Monaco. Miguel.